Comme d'hab, hein, s'il te plaît. Salut Dorian, ça va? Salut Filou. Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va bien. Eh ben, ça tombe bien qu'on se voit. Comme d'hab, s'il te plaît. Il y a des trucs dont il faut absolument que je te parle. Ah ouais? Bah moi aussi, c'est marrant. Bah vas-y, dis-moi. Bah attends, il est pas là, Alex? Bah non. Bah c'est bizarre. D'habitude, c'est toujours le premier. Mais qu'est-ce qu'il fout? Je lui envoie un message. Mais c'est bon, il arrive. Hey, salut les gars! Salut Alex. Ah, désolé, je suis un peu à la bourre. Vous avez pris quoi? Comme d'hab. Comme d'hab. Ok. Comme d'hab, s'il te plaît. Eh les gars, vous savez quoi? Non. J'ai eu une super idée. Je me suis dit que tous les trois, on pourrait genre se réunir autour d'un micro et puis discuter de plein de choses qu'on aime. J'ai déjà vu ça sur YouTube, ça s'appelle des podcasts. Ça serait super cool, non? Ah mais grave. Comment on l'appellerait? J'ai réfléchi à un truc. Faudrait qu'il y ait pod dans le nom. T'as une idée, toi? Bah, iPod. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de iPod, le podcast qui en a dans la gousse. Salut Dorian, ça va? Salut les gars, ça va bien et vous? Ça va. Et toi Alex, ça va toujours? Nickel, et vous? Ouais. Alex, c'est toi qui ouvre le bal? De quoi tu veux nous parler? Oui. Alors, si je vous parle stratégie, tour par tour et différents airs antiques, à quoi ça peut vous faire penser? Différents airs antiques. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Enfin, différents airs plutôt. Différents airs, excuse-moi, différents airs mondiaux dans le temps. StarCraft, c'est un RTS. Civilisation? Ah! J'ai jamais joué. Hein. Ah oui, c'est vrai, Exactement. je t'ai vu connecté sur Civilization 6 dernièrement. Et sinon, Ouais. tour par tour, XCOM. Meilleur jeu du monde. Oui, il y a aussi XCOM en tour par tour. Ouais, moi j'ai pensé à C'est Advance vrai. Wars, mais c'est pas, y a pas d'air antique. Non, on va bien parler de civilisation. Justement, je vais vous parler de ce petit jeu qui existe depuis 1991, donc qui a été créé par Sid Meier. Oui, c'est de meilleur. Et c'est pas sur la Meyer. Super Nintendo? Et Premier. non, en fait, le tout premier est sorti sur DOS, donc sur le premier système informatique Ah oui. connu avant que ce soit Windows. Et derrière, il est sorti en 92 sur la Amiga et sur la Atari ST. L'Amiga 500 et la Atari ST, donc c'est des très très vieilles consoles. Et sur Super Nintendo, il est sorti qu'en 94. D'accord, mais ouais, il y a bien eu un Donc, Civilization sur Super Nintendo. C'est ça. Ah Il y a oui. bien eu un Civilization sur Super Nintendo. Je me demandais si j'étais pas en train de confondre avec autre chose. Non, mais c'était bien ça, t'as bien suivi la chose. Et justement, ce jeu, comme je l'expliquais, hein, donc c'est un jeu de stratégie au tour par tour. On va de l'âge de pierre jusqu'à la conquête spatiale, voire même plus. Donc on va vraiment dans la conquête spatiale dans les derniers opus. Et ce jeu, il faut savoir que vous allez, chaque personne va prendre un dirigeant. Comme César, Cléopâtre, Nobunaga, Roosevelt. Même pour Napoléon. la France, on a Catherine de Médicis, Napoléon. C'est quoi le but du jeu? Alors le but du jeu, en fait, c'est que tu vas avoir un différent scoring. En fait, tu vas avoir différents types de victoires. Donc tu auras la victoire technologique, la victoire culturelle, militaire, religieuse et au score. Donc les différentes victoires, en fait, pour y arriver, tu vas avoir des missions. Pour la culture, en fait, c'est que tu as le tourisme le plus haut grâce aux merveilles que tu auras construites, grâce aux bâtiments culturels que tu auras construits. Et donc, en fait, il faut que toutes les autres nations te choisissent en tant que vainqueur par la culture, parce que tu auras beaucoup trop de tourisme et beaucoup trop de culture. Militaire, il faut que tu aies pris chacune des capitales des différents dirigeants. Juste les capitales, pas besoin de tout le reste des villes à côté. Il te faut juste les capitales. Si tu envahis toutes les capitales, t'as gagné au niveau militaire. Et la religieuse, en fait, il faut juste que ta religion, en fait, se soit propagée sur tous les dirigeants encore actifs jusqu'à la fin des tours. Donc, et au scoring, c'est celui qui, à la fin des différents tours, et il faut que tu aies le score le plus haut dans tous les trucs confondus.
pour expliquer le jeu, hein, quand vous arrivez, vous allez être muni d'un guerrier et des colons qui vont vous permettre de fonder votre première ville. Et cette première ville sera forcément la capitale de chacun des pays. Donc par exemple, moi j'utilise beaucoup le Japon, juste parce que je les aime bien au niveau technique. Et la première ville en fait sera la capitale japonaise, donc Kyoto. C'est pas forcément Kyoto, ça peut être autre chose. Non, ça sera forcément ta première ville sera forcément la capitale. Oui, mais en gros, tu peux pas choisir ce que tu veux. Ah, mais en fait, en fait, selon le dirigeant que tu as pris, tu auras la capitale liée à ce dirigeant. Oui, donc en fait, tu choisis pas ta première ville. Ah c'est toi qui la places sur la map, mais c'est pas toi qui choisis son nom. D'accord. En fait, tu choisis ton pays, quoi. Oui, c'est ça. Tu choisis ton dirigeant lié à ton pays. Ouais, parce que ça pourrait être intéressant, stratégiquement parlant, si tu pouvais choisir d'éviter d'être trop près de la mer ou d'éviter d'être trop... Ah ça, justement, tu peux avec ton colon. En fait, ton colon peut se déplacer sur différentes cases, parce qu'il faut savoir que c'est un mapping, mais en fait, tu peux choisir si tu veux du réel, et donc ça se passe sur la terre réelle avec les vraies positions selon le dirigeant que tu as choisi, ou sur des continents en fait libres. Tu as différentes cartes qui sont accessibles, et ça fait que si tu mets en mode continent, en fait, tu peux tomber n'importe où. Donc tu peux t'aimer retrouver les Japonais en plein milieu de la Terre, et pas sur une île. D'accord, c'est pas le mode... c'est pas en fonction du pays, alors. C'est ça. En fait, quand tu choisis un dirigeant, les villes que tu construis auront le nom des villes officielles connues dans le pays, mais le lieu, lui, ça sera un lieu aléatoire. J'ai utilisé une fois Catherine de Médicis, j'avais Paris en plein milieu d'un désert. D'accord, ok, ouais, j'ai compris. C'est étrange. En fait, ce qui est important quand tu choisis ton lieu, de là où tu mets tes colons, ça va être ce que ça va t'apporter. En fait, pour faire simple, pour que ta ville se développe bien, il va falloir que tu gères différentes choses. Il va falloir que tu gères la nourriture pour que ta population puisse grandir. Il va falloir que tu gères tout ce qui est ingénierie, donc technique, en fait ce qu'on appelle la matière de production, qui elle va te permettre de produire des bâtiments, des unités plus rapidement, des merveilles aussi, parce que ça va dans le lot. Le taux de recherche, donc qui va être tout ce qui est laboratoire, donc en fait en développant les laboratoires, tu vas augmenter ta recherche, et donc les recherches pour les technologies suivantes vont aller beaucoup plus vite. Donc par exemple, un truc qui te prenait 20 tours, ça va te prendre que 15 tours au tour d'après, parce que tu auras développé plus de sciences. Ok, et j'ai une question. La seule chose qui te fait évoluer, c'est le temps qui passe, ou aussi il faut débloquer des technologies avec des points ou de l'argent ou quelque chose comme ça? Justement, en fait, c'est là que c'est intéressant, c'est que tu vas avoir le temps, lui, si tu as assez de nourriture, en fait, ta ville va grandir avec un certain nombre de tours. Donc, par exemple, tu sauras que ta ville, d'ici 5 tours supplémentaires, elle va passer avec un deuxième citoyen. Enfin, c'est une image, en fait, on compte le niveau de ville par rapport au nombre de citoyens qu'il y a dedans. Mmh. Et à côté, pour développer ta ville un peu plus rapidement, il va falloir que tu recherches certaines technologies. Donc, par exemple, la première technologie que tu peux prendre, c'est la poterie, qui, elle, va te permettre tout simplement de créer des champs et de pouvoir récolter le riz, le blé et d'autres denrées. D'accord. Et en fait, à chaque fois que tu vas chercher certaines recherches, ça va te débloquer certaines ressources. Par exemple, dans le jeu, au bout d'un moment, tu arrives à un point où tu peux sortir la poudre à canon. Et en fait, avec la poudre à canon, tu auras le salpêtre, en fait. Et donc, là, à ce moment-là, quand tu auras débloqué cette recherche, ça va te faire apparaître sur ta map. Donc, ça peut être proche de ta ville ou à une case près de ta ville, ou en règle générale, c'est assez proche de là où sont tes villes. Et tu vas voir une case de salpêtre apparaître, une case de charbon apparaître, uranium, etc., etc. Un peu comme une mine, ou c'est de la ressource que tu as directement? Non, ça sera de la ressource à ciel ouvert, donc à ce moment-là, tu pourras construire une mine dessus grâce à un bâtisseur. D'accord, donc c'est une mine. Voilà. Et chacun peut utiliser les ressources des autres ou pas? Non, parce qu'en fait, tes villes, où tu fais du commerce, et donc ça te permet d'échanger des ressources entre vous. Donc par exemple, tiens, lui il a du diamant, moi j'en ai besoin, je vais lui proposer des chevaux par exemple. Et donc ça va me permettre de faire un échange. Et en fait, au bout d'un moment, tu arrives au Premier Empire, et à partir du Premier Empire, tes frontières se ferment. Donc jusqu'au Premier Empire, en fait, toutes les frontières sont assez ouvertes, donc tout le monde peut passer chez toi, mais il n'y a pas vraiment de déclaration de guerre. Et au bout du Premier Empire, en fait, tes frontières se ferment, et en fait, les autres joueurs ou les bots sont obligés de te demander de droits de passage. En fait, tout ce qui se trouve dans tes zones ne sont pas exploitables par d'autres entités. Oui, en fait, chacun a ses propres zones, quoi. Tu peux pas aller envahir pour aller chercher des ressources sur quelqu'un d'autre, quoi. Ah, tu peux envahir. Tu fais la guerre au gars, tu lui captures sa ville, et à ce moment-là, si la ville, tu l'annexes,
les ressources sont à toi. D'accord. Oui, mais tu peux pas construire avec lui en paix, quoi. Bah non, tu peux pas, par exemple, aller dans sa zone à lui et construire une mine de charbon. Ok, ça marche, j'ai compris. Quand tu parles de prise de ville, si ton adversaire a plusieurs villes, tu peux lui prendre une ville, donc une zone qui va avec, ou faut prendre obligatoirement la capitale? Alors non, tu peux prendre tout ce que tu veux. En soi, ça veut dire que si jamais il a construit une petite ville proche de chez toi, bah tu peux très bien décider de la prendre parce que bah, tu as trouvé qu'elle était trop proche de tes frontières et donc la capturer. Soit tu le fais par une guerre surprise, sauf que cette guerre surprise va te donner des malus, des griefs en fait. Manus enfoiré. Ces malus va provoquer une mauvaise appréciation des autres diplomates envers toi, des autres dirigeants envers toi. Et tu as donc la guerre surprise, tu as donc suite à un casus belli, donc c'est une déclaration de guerre standard, où en fait il va te dire vous lui déclarez un casus belli, au bout de 5 tours vous pourrez lui faire la guerre officiellement. Et ça va permettre juste en fait à la personne de pouvoir un minimum se préparer. Bon, la guerre surprise c'est mieux quand même, hein. Il a pas le temps de se retourner. Hop, le blitzkrieg, boum. Voilà. Ouais, si tu te mets trop de monde à dos, ben tu te retrouves face à tout le monde. Bah c'est ça. En fait, les autres joueurs ont la capacité de faire des dénonciations. Donc ça veut dire que en fait les dénonciations, ils vont dire ah bah lui vous avez vu, il a osé attaquer telle ville alors qu'elle est sympa, et ça va donner des infos à tout le monde que un tel a attaqué un tel. Et à ce moment-là en fait derrière il y a donc plus tard dans le jeu, surtout dans les dernières générations du jeu, du fait qu'il y a 6 opus. On y a même un congrès mondial et en fait on peut pendant ce congrès mondial décider de dire bah on va s'attaquer à lui parce qu'il a osé faire du mal. En fait. Donc c'est là où le jeu devient intéressant au fur et à mesure du temps, en fait, au fur et à mesure des opus, c'est qu'ils ont développé de plus en plus de choses. Donc maintenant on est aux civilisations 6, qui a 2 grosses extensions qui sont Rise and Fall, donc qui développent une grosse gestion diplomatique, et un nouveau qui va développer des catastrophes naturelles. C'est pas Gathering Storm? Si, c'est ça. Et c'est un jeu qui est vraiment très très complet parce que tu ne peux pas te dire je vais faire que du militaire parce qu'en fait il va forcément te manquer d'autres choses. Il va peut-être te manquer de l'argent pour pouvoir acheter certaines unités parce que ça mettra beaucoup trop de temps à être produite. Tu vas avoir peut-être besoin de ressources comme le fer pour pouvoir construire des spadassins, des samouraïs et autres. Et derrière, en fait, si jamais tu fais pas assez de culture, ta population va manquer de nourriture. Et le problème, c'est que pour développer certains quartier, il va falloir que tu aies un certain niveau de population. Parce que justement, en fait, il faut que ta population puisse utiliser ce quartier, et donc tu crées pas des quartiers vides. Il est dispo sur quelle plateforme? Toutes les plateformes, PC, Xbox, PlayStation, tout ça? Il est sur Switch, PC, sur toute plateforme. On le trouve sur tout. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça ne change pas beaucoup le style de gameplay selon les plateformes. C'est juste que sur PC, tu as ta souris, donc c'est plus simple. Mais sinon, avec les consoles, ça va être les gâchettes pour pouvoir passer d'une ville à une autre, pour pouvoir aller chercher tes unités. Et puis, de toute façon, tu as toujours les joysticks pour aller choisir tes villes et tes unités. Et est-ce que le jeu online, il est cross-platform ou pas? Non, malheureusement, il n'est pas cross-platform. C'est la grosse restriction. Est-ce que vraiment, tu as un avantage à jouer au clavier-souris plutôt qu'à la manette ou pas? Ce qui pourrait justifier de ne pas être cross-platform? Alors, en fait, ça dépend de la dextérité. Pour faire simple, quand tu es en multijoueur avec d'autres personnes, tout le monde joue en même temps. Et donc, en fait, si tu as une très bonne dextérité sur PC et que tu es très agile de tes mains, tu peux très vite aller choisir ton unité et lui demander d'attaquer l'unité de l'autre avant qu'il le fasse. C'est pas du tour par tour, alors? C'est... en fait, c'est l'une des options supplémentaires sur le nouveau jeu. C'est qu'en fait, tu peux choisir d'être en tour simultané. Et donc, en fait, tous les joueurs jouent ensemble, sauf que tu dois attendre que tout le monde ait validé la fin de tour, ou un tour chronométré, pour que ça passe au tour d'après. Et après, à ce moment-là, en fait, le tour d'après, ça sera les bots qui seront avec toi qui joueront, et après, ça sera encore aux joueurs. Oui, d'accord, ok. En fait, ça... Oui, donc en fait, ça change rien, le fait que le mec, il clique plus rapidement ou pas. Si c'est du tour par tour. En fait, si, parce que ça se joue sur l'action. Ce que je veux dire, c'est que quand tu es en tour simultané, tous les joueurs jouent en même temps, et en fait, c'est au clic près. Ça veut dire que si toi, tu as pris ton unité et que tu l'as envoyée sur l'autre avant que l'autre le fasse, c'est ton action qui va être prioritaire sur son action à lui. Oui, mais le fait que le mec qui soit sur PC, enfin que les deux soient sur PC ou qu'il y en a un qui est sur PlayStation, ça change rien.
Bah, c'est juste la dextérité, en fait. C'est pour répondre à Philibert, à Philou, c'est que c'est juste pour... c'est juste selon ta dextérité, en fait. Comme il n'y a pas de cross-platform, que tu joues sur console ou sur PC, ça change rien. Moi, je suis très PC, donc c'est pour ça que je joue dessus. Et après, le deuxième petit truc, c'est qu'il est très, très, très gourmand. Donc, il y a certaines personnes qui verront plus de facilité à l'avoir sur console que l'avoir sur PC. Parce que justement, quand on commence à avoir de grosses villes, beaucoup d'unités ou autres, ça peut créer énormément de lag. Et donc, si on n'a pas un gros PC performant, on commence à avoir du mal en endgame. J'ai encore un peu du mal avec le concept de jeu multijoueur non cross-platform maintenant. Ça ferait une communauté tellement grande. C'est hyper intéressant et je comprends pas qu'ils forcent pas plus là-dessus. C'est avant tout réservé à un public d'initiés, à mon avis. C'est souvent des gens qui jouent déjà ensemble sur PC, qui jouent ensemble à ce genre de jeu, je pense. Bien sûr, mais je le vois mal. Enfin, comment dire ? En fait, je pense que les gens qui l'achètent sur d'autres plateformes, c'est plus parce qu'ils connaissent la version PC et qu'ils ont déjà joué à la version PC. C'est rarement un jeu où tu vas être directement dessus parce que ça t'intéresse, parce que tu connais pas. C'est pas un jeu simple, c'est un jeu compliqué quand même, faut le dire. Mais à mon avis, c'est juste réservé à un public d'initiés. Donc le fait de le faire en cross-platform, oui, c'est intéressant, mais si tu as toujours joué sur PC, je comprendrais que tu restes sur PC. Ok. Pour finir, à quel prix on le trouve en ce moment et avec et sans extension ? Alors il est un peu cher. Moi, je sur sais Switch, que... il me semble qu'il est à 60 €. Ouais, sans extension. Mm. En fait, là, par exemple, sur Steam, ils proposent un pack avec les 2 extensions plus toutes les civilisations à peu près entre 70 et 120 €, selon si on arrive à avoir des promos. Donc toutes les versions. C'est avec les 2 extensions plus tous les dirigeants en plus qui sont sortis. D'accord, mais que Civilization 6, c'est que pour le jeu Civilization 6 ? C'est ça. En complet, full 120 €. À peu près, ouais. Oh putain, c'est cher. Et c'est ça. Et puis sur Instant Gaming, moi je sais qu'avec des amis, on l'a trouvé à la première. Alors, avec l'extension, le premier jeu plus l'extension, alors c'est ça qui est intéressant, on l'a trouvé à 25 €. Ouais, là c'est intéressant. Voilà. Bah oui. Mais par contre, la deuxième extension est beaucoup plus. Direct, tu passes à 40 et quelques euros, mais ça fait quand même plus de 50%. L'extension sur la météo, là, Gathering Storm. Ouais. Oui. Elle est chère, celle-là ? Oui, elle est. Bah en fait, ça t'ajoute, c'est ce que je disais, ça t'ajoute presque 20 € de plus, quoi. Ouais, ça vaut plus le coup d'aller la prendre sur Instant Gaming si on a envie d'y jouer, quoi. C'est ça. Par contre, tu as les dirigeants liés aux extensions, mais tu as pas les autres dirigeants qui sont sortis à côté. Mais déjà, si tu peux faire une économie sur Instant Gaming et puis tu complètes sur Steam, ça peut être pas mal si tu veux vraiment tout. Mais ça fait en plus bosser la géographie, l'histoire. Donc c'est un jeu qui est culturellement et puis qui est stratégiquement très très intéressant. Donc parfois on a un peu mal au crâne en ressortant parce que au bout d'un moment faut réfléchir à tout partout. Et donc on a les yeux à tous les endroits, quoi. Ok, en tout cas ça a l'air intéressant. Ouais, non, ça a l'air bien. Moi je le conseille. Moi c'est un jeu que je conseille beaucoup. Ok. À conseiller à faire à plusieurs, quoi. Le solo est très très intéressant. Du fait qu'il demande beaucoup de temps, parfois solo ça peut être pas mal. On a 4 heures à perdre, façon de parler, on a 2 heures à perdre. Bon, on se fait une petite partie, on fait 3-4 tours avec des bots, et puis on sauvegarde et on s'en va. Ouais, c'est un jeu très long, hein. Pour les gens qui connaissent pas, c'est très très long comme jeu. Ah oui, il y a des trucs vraiment. Hein. Moi-même sur une de mes parties, là, pour construire un simple bâtiment, j'ai 180 tours. Hein. D'accord, ah oui, d'accord, ok. Donc voilà messieurs, c'était tout pour moi, j'espère que ça vous a plu. Ouais. Il m'intéressait, ça faisait un moment que je me disais pourquoi pas. Et puis, peut-être qu'un jour j'y passerai, parce que ça m'a donné un peu envie.
Est-ce que parfois, ça vous arrive de rejouer à des jeux auxquels vous aviez déjà joué avant? Alors, faut être plus précis. Ben, je sais pas, il y a des jeux où tu y as joué il y a des années, ou il y a, je sais pas, enfin, un jeu auquel tu as déjà joué, et puis tu reviens dessus, tu dis, bah tiens, oh, bah, celui-là, je vais me le refaire parce que j'ai bien aimé, j'ai envie. Oui, moi ça m'arrive, ouais, en règle générale, oui. Bah, Crash Bandicoot, par exemple. Ah, faut donner des noms de jeux? Non, pas forcément, non, non, c'est une question, ça va amener à la suite, mais là, c'est la question de base que je me suis posée, en fait. Ah, c'est un côté rétro gaming, quoi. C'est un côté, on rejoue aux jeux qu'on a joués dans notre enfance, aux jeux qui nous ont marqués. Non, non, ouais, moi ça m'arrive régulièrement. Mhm. Et toi, Alex, ça t'arrive aussi? Ah oui, oui. Bah oui, c'est... En fait, j'adore parfois reprendre même mes vieilles consoles pour aller jouer à des vieux jeux ou chercher des émulateurs pour chercher à des anciens jeux, ouais. Alors moi, ça m'arrive aussi. Et en fait, je me dis toujours, enfin, tu sais, j'ai toujours un sentiment un peu de gâchis parfois, parce que je me dis, ben, il y a tellement d'autres jeux auxquels on n'a pas joué. Pourquoi refaire un jeu sur lequel on est déjà passé et qu'on connaît? Parfois même qu'on connaît très bien. Moi, il y a des jeux, j'y reviens et encore régulièrement. Et, euh, et je peux pas m'empêcher d'y rejouer parce que j'ai envie d'y jouer. Et en même temps, je me dis, mais ça va me prendre du temps alors qu'il y a des tas d'autres jeux que j'ai pas fait et que je vais passer à côté, quoi. Bah la nostalgie, je pense. Parce que ça t'a provoqué à ce moment-là une envie. Ce qu'il y a de sympa déjà, c'est que tu peux te dire, bah, je suis passé à côté de trucs que j'ai loupés, donc je vais essayer de le faire encore plus à fond, d'aller encore plus dans tous les recoins, vu que tu connais l'histoire de base ou un peu toutes les mécaniques, bah, tu peux essayer d'aller plus loin, ça c'est sympa. Moi je trouve qu'il y a un côté souvenir consécrateur. C'est-à-dire qu'en gros, tu idolâtres ton jeu en étant plus jeune, puisque tu as ressenti certaines émotions, et après, plus vieux, donc à l'heure actuelle, on essaye de retrouver ces émotions-là par rapport au jeu. C'est comme ça que je vois la chose. Mm. Bah moi tu vois, j'ai noté un truc sur ma feuille, j'ai mis jeu doudou. Jeu doudou. Ouais, c'est un peu l'idée que j'ai, ouais. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est un peu comme ça que je l'avais interprété. Je me suis dit, bah, quand on revient toujours au même jeu, bah, c'est un peu un jeu doudou, un jeu qu'on n'a pas envie de quitter. Mais pas forcément le même jeu, enfin, pas forcément le même jeu, puisque parfois on va sur d'autres jeux, mais c'est plus dans l'idée que ça nous a fait transmettre une passion, transmettre une émotion, et c'est ça qu'on essaye de retrouver, et qui malheureusement, parfois n'arrive pas. Je peux pas le cacher, moi, il y a beaucoup de jeux que je refais, des vieux jeux, etc., et ça n'arrive pas souvent. Ah, c'est triste, mais c'est comme ça. Ah, tu peux avoir plusieurs doudous, je suis pas sûr que le doudou soit sensible à la jalousie. Quand je disais jeu doudou, enfin, ça peut être au pluriel, hein. Je ne sais pas. Non, non, mais j'ai compris. C'est la rébellion du jeu, le jeu qui veut plus fonctionner parce que t'avais joué à un autre jeu, tu sais. Ça t'a fait une crise de jalousie. Est-ce que vous avez un nom de jeu qui vous a marqué? Un vieux jeu comme ça? Ah bah oui, moi c'est Ocarina of Time, je le refais encore et encore tous les 2, 3, 4 ans. Je le ressors sur une plateforme ou sur une autre et c'est reparti, quoi. Ouais, c'est pas mal, hein. Il est un bon jeu, ça va. Il n'y a pas de bon jeu, c'est un jeu qui marque, c'est tout. Bah les Mario, les Pokémon, les choses comme ça, c'est des jeux sur lesquels t'avais passé des super moments et donc forcément ça te donne envie de les reprendre. Pas forcément les nouveaux qui viennent de sortir, hein, mais je parle bien des anciens. Hein. Donc c'est toujours plaisant d'y jouer. Moi je sais que c'est Wind Waker par exemple. Ah ouais? Wind Waker, j'y passe j'y ai passé un temps fou et donc quand j'y retourne, ça me plaît toujours autant. Et ouais, je reviens à ce que tu disais, moi, surtout pour les Pokémon, je trouve que c'est intéressant, surtout quand moi j'ai connu les tout débuts. Et en fait, je suis plus attaché aux premières générations, parce que c'est celles que j'ai connues, qui m'ont fait découvrir Pokémon. Et en fait, quand après j'ai eu l'âge d'être au collège, bah, j'ai laissé un peu tomber. En fait, tu y revenais toujours, mais tu le disais pas à tes copains parce que c'était la honte. C'est un bébé, il joue toujours à Pokémon. Mais bon, t'as jamais laissé tomber. Mais c'est vrai qu'au bout de la... Moi, j'ai commencé à décocher à la 3e gène, 4e gène. Je saurais même pas dire quel Pokémon il y a dedans. J'y suis revenu à 7e gène avec Soleil et Lune. Mais... Ouais, les 2 premières gènes, c'est clairement mes gènes préférés. Donc c'est vrai que j'y reviens aussi souvent sur ces Pokémon-là. Et parce que c'est des versions qui t'ont marqué, je pense.
Oui, et puis, Et puis je suis familier ça avec les dépend Pokémon, de... alors que les Pokémon des générations suivantes, bah, je les connais pas ou très mal. Il y en a quelques-uns que je connais et que j'aime bien, mais sinon, quand je tombe sur un nouveau Pokémon, je me dis, bon, c'est quoi ça? C'est d'une Après, poêle. je pense que le jeu, ça a des poils. C'est un rat qui vole avec une tête de Pikachu, c'est un peu bizarre, mais ça existe. Non, mais je pense aussi, après, ça dépend de la génération. Je sais qu'il y a des gens qui sont très accrochés au Final Fantasy, il y en a d'autres qui sont très accrochés au Tomb Raider. Enfin, il y a beaucoup de jeux qui nous ont tous marqués, et c'est pour ça que ça nous donne envie de revenir. Et c'est vrai que quand il y a des nouveaux opus qui sortent, bah, on peut être parfois un peu déçu. Alors, ça ne nous empêche pas d'y jouer, hein, pour certains cas, mais on peut être parfois un peu déçu parce qu'on se dit, bah ouais, mais bon, avant, un Dracofeu, c'était un dragon qui crachait du feu, Ah c'était non, c'est cool. pas un dragon, Dracofeu. Hein. Non, c'est pas un dragon, Dracofeu. Je m'excuse, il a une gueule de dragon, quand même. Ah bah oui, mais parce que ça a été mal traduit, mais c'est pas un dragon. C'est un gros lézard. C'est un gros lézard qui vole et qui crache du feu. Je te l'accorde, Ouais. ça ressemble vachement à un dragon, mais dans la description, c'est pas un dragon. Oh, je pense que là, t'es trop tatillon. Hein. Alors, faut expliquer Ah non, à quoi mais ressemble moi, Loclas. je rigole parce hein. qu'évidemment, je l'ai toujours vu comme un dragon, mais il y a des fans hardcore qui te diront non, c'est pas un dragon. Parce que t'as pas regardé la version originale japonaise et puis la traduction elle est mal traduite, c'est pas un dragon. avec cette voix-là, tu sais, cette voix méprisante. Et puis attention, Fleurizard, c'est pas une grosse grenouille avec des fleurs, hein, c'est autre chose encore. Non, mais enfin bref, mais oui, non mais c'est pour dire en fait selon les jeux auxquels on a joué quand on était petit, je pense qu'il y a une grosse nostalgie et ce qui fait qu'on a toujours envie d'y jouer. Après je sais pas Dorian si toi est-ce que t'as vraiment un jeu qui t'a rendu accro? Moi, pourquoi on prend me référence parce que je suis le plus jeune, c'est ça? Non, pas du Oui. tout, parce qu'on Ah moi totalement. on aimerait avoir ton avis. Non, moi c'est plutôt des Age of Empire 2 que j'ai vraiment kiffé ou pas forcément accro. Enfin, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup joué en fait pour avoir ressenti des émotions, mais plus quand je retourne sur ces jeux-là, j'ai une certaine envie et je retrouve un certain plaisir à réessayer comme j'avais déjà fait, refaire les campagnes que j'avais déjà faites 1000 fois, même sur un Age of Mythology qui est un des meilleurs jeux, je pense, après Age of Empire. Il y a une certaine nostalgie et j'aime beaucoup retrouver ce genre de choses. Pas forcément sur des jeux que j'ai fini, mais plus sur certaines émotions que j'avais traversées à ce moment-là, que j'essaye de retrouver et qui malheureusement n'arrivent pas toujours ou alors se désillusionnent en fonction du temps. Ouais, il y a un truc qui me fout le cafard par rapport à ces jeux doudou, c'est que il y a des jeux qui étaient sur PC qui sont pas remis à jour avec les nouvelles versions de Windows et tu peux plus y jouer parce que faut un Windows XP et Je suis bien même d'accord. quand tu essayes sur une machine virtuelle, ça marche pas. Et moi j'ai les jeux dans les cartons et en fait je peux pas y jouer parce que je peux plus le réinstaller, il faudrait que je rachète une machine sous Windows XP. Ça c'est nul, mais bon, c'est commercial. Non, après ils font beaucoup de remakes, hein. Ils font beaucoup de remakes, hein. Les Age of Empire, ils ont fait certains remakes qui sont adaptés à nos nouvelles générations et qui sont pas mal, hein. Ah non, mais ça je dis pas qu'il y ait des jeux qui sont remis au goût du jour, qui sont réactualisés pour pouvoir y jouer. Ouais, mais c'est pas le même jeu. Ah si, ça reste le même jeu, Non, c'est mais juste qu'ils ça dépend, ont fait en pas sorte Age que of ça Empire, fonctionne. oui, mais il y a des jeux où c'est pas les mêmes jeux. Ah bah oui. Il y a de tout, mais Moi je peux prendre un exemple si vous voulez. ouais, vas-y. Par exemple, le Planet Zoo que je joue à l'heure actuelle. Alors oui, vous pouvez vous moquer, moi j'adore. Non. Où j'ai Non, joué non. au Zoo Tycoon 1, Zoo Tycoon 2, enfin je les ai poncés les jeux. À l'heure actuelle, le Planet Zoo, c'est ceux qu'on fait Planet Coaster, c'est pas du tout la même firme et l'intention est pas du tout la même. En fait, c'est vraiment très différent au niveau du gameplay et je retrouve pas les mêmes éléments qu'il y avait dans Planet Tycoon 2. Non, Zoo Tycoon 2, pardon. T'as pas les mêmes éléments, même si l'idée générale est la même, hein, c'est de la simulation de zoo, etc. C'est plus joli, c'est vrai que c'est plus beau, t'as plus de fonctionnalités, t'as plus de personnages, t'as plus de détails et tout, mais c'est pas le même jeu. Et tu le sens, et tu sens que c'est pas la suite, tu sens que c'est différent. Et il est là, parce qu'en fait, tu retrouves pas les mêmes envies, pas les mêmes émotions, et ça, c'est ce que je trouve un peu dommage, même si j'ai vraiment bien aimé le jeu. Ouais, je peux comprendre. T'as qu'à jouer à Jurassic Park. Par exemple, Sur quoi? Quel Jurassic Park?
Il y avait Jurassic Park Tycoon, je crois, ou... Ouais, le Jurassic World, en fait, ils ont repris un peu à l'ancienne. C'est pas trop mal. D'accord, ok. Ah ouais, mais encore, hein, le jeu, il est pas si bien. Hein. Enfin, moi, je le trouve pas très très bien. J'ai joué pas mal. Un peu chiant, à force, ce jeu. Après, c'est mon avis. Bah, c'est des jeux qui sont faits pour du casu. Faut pas y passer. Enfin, t'y joues de temps en temps, mais si tu y accroches trop longtemps, c'est ce qui se passe, par exemple, même avec d'autres jeux. Hein, c'est, comme je dis, hein, moi, Civilization, je sais que je peux y passer 3 semaines et puis après, je vais pas le retoucher avant tant de temps. Mais c'est parce que c'est pas du dégoût, c'est juste que je sais que si on continue à y jouer constamment, bah au final on va plus l'apprécier quoi. Non, même dans ces missions, il y a des trucs qui sont chiants. Je trouve que le jeu, il aurait pu être fait différemment. Bref. Quel jeu? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il disait? Jurassic Park Evolution. Ah, ok. Non, pas Ouais. Evolution. Simule. Si, je sais plus. Moi, je sais plus. Jurassic World ou je sais pas quoi. Jurassic World, ouais, c'est ça. J'ai plus le nom précis. Jurassic World. Si, c'est Jurassic World. Voilà. Et du coup, tu voulais nous emmener où, Philou? Bah, en fait, je repensais à ça dernièrement parce que j'ai relancé une énième partie de Ocarina of Time. Parce que j'y joue un peu avec mon neveu par téléphone interposé. Et puis, moi, j'ai relancé Master Quest parce qu'en fait, sur le Ocarina of Time 3DS, quand tu l'as fini une première fois, tu débloques le Ocarina of Time Master Quest. Je sais pas si vous le connaissez. Non. C'est Ocarina of Time, en fait, sauf que tout est inversé. En fait, le monde est miroir. Donc, tout ce qui est à droite Ouais. et à gauche, tout ce qui est à gauche et à droite, c'est hyper perturbant quand tu le connais par cœur. Et en plus, les donjons sont différents. Les donjons, il y a des trucs en plus, c'est pas les mêmes. Ils sont plus durs aussi. Ce qui t'enlève un quart de cœur dans Ocarina of Time, ça t'enlève un cœur complet dans Master Quest. D'accord. Ouais, c'est un peu la version hardcore, quoi. Ouais, il est plus costaud. Et je me suis dit, bah, attends, je refais une énième fois Ocarina of Time. D'accord, c'est Master Quest, je l'ai jamais fait, mais c'est encore Ocarina of Time. Et j'ai réfléchi un peu là-dessus et je me suis dit, ben, déjà, ce que j'aime bien, c'est que je sais où je dois aller. Je sais où je dois aller, et du coup, j'ai pas à me concentrer sur la partie qui peut être un peu pénible de recherche. Là, t'es coincé, tu sais pas où tu dois aller, qu'est-ce que je dois faire. Ok, je vais parler à tous les PNJ pour avoir des indices. Parfois, c'est un peu lourd, c'est un peu pénible, surtout que maintenant, on n'a plus beaucoup de temps pour jouer. Donc, moi, j'aime bien quand ça avance bien, quoi. Et donc, j'ai moi à chercher les petits trucs pénibles. Et aussi, il y a un deuxième côté qui est bien, c'est que comme je le refais régulièrement, mais pas non plus tous les 2 mois, je laisse passer 2, 3, 4 ans, ben, en fait, les énigmes dans les donjons, je les oublie un peu. Et donc, j'ai quand même un petit peu de réflexion dans les donjons, et de donjon en donjon, entre les donjons, ben, c'est fluide, et je sais où je dois aller, je fais les petites quêtes annexes, je fais les machins pour avoir plus de cœur, pour avoir plus de flèches, etc., etc. Et dans les donjons, bah, il y en a que je connais bien. Et il y en a, par exemple, le temple de l'eau, à chaque fois, j'y repasse toujours 1 heure ou deux parce que je galère. Et donc, j'ai que les bons côtés, sans les... Bon, là, je parle de Zelda en particulier, mais pour ce cas-là, j'ai que les bons côtés, sans les côtés un peu pénibles. Après, c'est ce que t'estimes pénible. Parce qu'il y a, dans le jeu et dans les émotions, t'as aussi une certaine forme de recherche qui peut t'amener à être heureux d'avoir trouvé, tu vois. Ouais, c'est ce que je me suis dit après, tu vois. Je me suis dit, bah, par exemple, quand j'ai fait Breath of the Wild, bah, j'ai vraiment pas voulu me spoiler à aucun niveau. Donc j'avais juste vu le trailer d'annonce. Et après, j'ai volontairement occulté tout le reste. Pas d'autres vidéos, pas de youtubeurs, pas de machin. J'ai attendu de pouvoir y jouer. Et je voulais pas non plus aller regarder des solutions sur internet quand j'étais bloqué. Parce que j'avais envie de faire mon jeu à fond. Mais je me suis dit, ben, ce principe de parcourir un jeu pour voir ce qu'il y a dedans, mais t'as pas forcément le temps de l'approfondir à donf. Du coup, des fois, tu vas avoir des solutions. Tu te dis, bon, ok, il faut avoir fait FF7. Il faut avoir fait FF7 parce que bah, c'est un super jeu. Mais moi, je suis pas spécialement Final Fantasy. Et j'ai pas forcément envie d'y consacrer du temps à donf. Enfin, c'est pas un jeu que j'ai envie d'avoir fait à donf. Donc je peux le lancer, et si je me sens un peu bloqué, bah peut-être tu vas voir les solutions. Et t'as parcouru le jeu, t'as vu ce que c'était. Mais t'as pas eu les côtés pénibles. Et puis t'as d'autres jeux que t'as envie de faire à donf. Moi, à chaque fois qu'un Zelda sort, c'est 0 soluce.
Je le fais à donf. Et il y a d'autres jeux que je fais en... je le fais pas avec la soluce sous les yeux, mais dès que je suis un peu bloqué, je vais voir la soluce. Et je me suis dit, ça revient à connaître le jeu et à le reparcourir sans avoir les phases de... sans être bloqué quoi, dans tes phases de recherche. Dès que t'es un peu bloqué, tu vas voir la soluce et tu continues. C'est comme si un peu tu connaissais déjà le jeu, tu t'avançais. Ouais, je vois, ouais. C'est pas mal comme idée, ouais. Je comprends l'idée générale. Et en gros, t'as des deux côtés. T'as tes jeux un peu doudou, et puis t'as tes jeux hardcore. Et en gros, prendre un nouveau jeu que tu pourrais faire à donf, mais en le faisant comme un jeu doudou, en enlevant les parties où t'es un peu bloqué, eh ben c'est tout aussi agréable parce que tu retrouves le sentiment d'un jeu doudou. Ouais, tu fais un mix des deux qui fait que ça te provoque les sentiments tout en ayant le défi. Exactement. Et du coup, tu augmentes quand même ta culture jeu vidéo. Et je me suis dit, en fait, c'est pas si grave que ça. Je suis pas spécialement ni pro ni contre Solus. Je les utilise quand j'ai envie de les utiliser. Et ça me permet d'avoir plus de culture de jeux vidéo parce que il y a des jeux que j'ai parcourus que j'aurais peut-être arrêté si je me disais non, faut pas faire la Solus, mais j'ai pas le temps. Et après t'oublies parce que tu passes à autre chose, parce que voilà. Non, tu prends ta Solus, ça te permet d'aller au bout, tout en douceur. Et tu l'as parcouru comme ton jeu doudou que tu connais par cœur. Ok, je vois bien. Ouais, non, c'est pas mal. Ouais, c'est là où je voulais en venir. Je me suis dit, un jeu doudou, c'est un jeu qu'on fait ou qu'on refait parce qu'on l'a aimé et qu'on n'a pas forcément beaucoup le temps d'y jouer. Parfois, on se dit, j'aimerais bien jouer à un truc, mais si je me lance là-dedans, je vais y passer du temps. Je sais très bien que la semaine prochaine, je suis pas là, je pourrais pas y jouer, machin et tout. Bon, je relance un petit Ocarina of Time. Je peux l'emmener avec moi sur ma 3DS, je peux le faire un peu le soir à l'hôtel parce que je sais que comme je le connais par cœur, je sais où j'en suis, je sais où je dois aller, ça se déroule et ça va bien. Je peux retrouver cette sensation avec les Solus. Ouais, je comprends, ouais, c'est pas mal, ouais. Donc je vous invite, si jamais vous avez envie de faire un jeu, mais que vous n'avez pas forcément le temps, prendre les Solus, c'est pas grave. C'est comme si vous refaisiez un jeu doudou. J'avais jamais fait un truc comme ça, ouais. À voir, je pourrais peut-être essayer. Ouais, tester aussi, je suis d'accord avec toi. Moi, je le fais déjà un peu. Sur Civilisation. On concentrer un peu plus, quoi, sur celui. Pas que. J'ai plein de jeux doudou, je crois. C'est quoi tes jeux doudou ? Alors moi, je suis très gestion et stratégie, donc c'est très dur de pouvoir en embarquer avec soi, ce qui est dommage. Mais je sais que Civilisation, c'est des jeux où je reviens régulièrement. Les Age of Empires en est. Et aussi un autre jeu qui s'appelle Rimworld que je vous parlerai Je connais aussi. peut-être un jour et qui est pareil, qui prend du temps mais qui est toujours le jeu où tu peux quitter à tout moment et revenir et te dire putain ouais je faisais ça, attends ah oui maintenant je peux faire ça, ah ouais c'est cool, et du fait que c'est pareil, comme tu connais le développement, comme tu sais comment avancer, derrière ça te permet d'aller faire d'autres trucs à côté en fait. Au fur et à mesure que tu joues, voilà, ça va plus Et toi, Dorian, t'as des jeux doudou un peu ? Ouais, j'en ai, j'ai déjà dit Age of Empire, Age of Mythology. Age of Mythology, ouais, Planet Zoo Tycoon. The Tycoon, ouais. Non, mais j'ai pas peur, hein. XCOM aussi, que j'aime beaucoup. Et je sais pas pourquoi, t'as honte de Zoo Tycoon. Déjà, je me souviens quand tu m'en avais parlé la première fois, t'avais mis un quart d'heure à me sortir le nom du jeu. Mais parce que c'est très zoo, ça fait très mignon, quoi. C'est très pour les enfants, j'aime beaucoup. Et alors, où est le problème ? Je veux dire, il y a des gens... c'est pas grave. C'est pas plus ni moins gamin que de jouer à... Ah putain, je viens d'avaler le nom du jeu. À Candy Crush. À New Horizon, là... Animal Crossing. Animal Crossing, voilà, c'est pas... Il y a des adultes, ils jouent à Animal Crossing, il n'y a pas de souci, donc non, mais c'est plus, assume ton Zoo Tycoon, quoi. C'est plus faire le parallèle entre dire je joue à Age of Mythology et Age of Empire où tu détruis des mecs avec des armées de 30 éléphants, et puis te dire oh non, je joue aussi à Planet c'est Zoo, pas si éloigné, c'est de la gestion en fait. Moi ça m'étonne pas, c'est un autre univers, mais... Dans un, tu gardes les éléphants enfermés dans une petite grille pour les préserver, et dans l'autre, tu les utilises pour faire la guerre. Comme quoi, il y a toujours des éléphants dans les histoires. Hein. C'est vrai au final. Ouais. Non, mais c'est vrai, mais non. Mais c'est pas plus bête que de jouer. Tu vois, par exemple, si tu préfères les animaux aux hôpitaux, que de jouer à une simulation d'hôpital ou de jouer à une simulation. Je joue aussi
Two Point Hospital, le nouveau là, qui est Ah pas oui. mal, et puis Time Hospital qui était génial. Ils sont super marrants en Enfin, plus. globalement, t'aimes bien les jeux de gestion, donc tu vois, ça m'étonne pas. Il faut pas hésiter à le dire. J'hésite pas à le dire. Mais Ah c'est bah juste si, que, à voilà, chaque fois, tu je le dis moins. mets un petit temps d'arrêt avant de le dire parce que je sais pas, il y a quelque chose qui te gêne dans le fait de le dire. Je vous invite à essayer Planet Zoo, puis vous verrez quand vous serez tombé gaga des animaux là. Moi, je vais vous parler rapidement, et quand même très rapidement, d'une petite rubrique sur une série que j'ai vue. Je vais vous parler de série. Donc, en fait, je vous ai envoyé le lien sur Discord, enfin, l'image sur Discord. Mhm. Donc, c'est l'image, en fait, de Disney. Donc, la D'accord. série qui est sortie sur Disney+. The- Donc, qui s'appelle The Imagineering Story. Ouais. Attention, j'ai bien dit et tout. J'aurais tu pu l'as dire- dit. Série. j'aurais pu dire- Oui, plutôt vas-y. dit The Imagineering Story et pas ne. Bon, C'est bah, plutôt allez, ni. vas-y. On va dire ça comme ça. Pour faire chier. mais- En fait, c'est une série qui est sortie il y a pas très longtemps, enfin surtout qui a été mise en avant sur Disney+ à sa sortie. C'est une série qui en fait comporte 6 épisodes de 65 minutes qui sont en fait des reportages. Et ce sont des reportages sur l'histoire des parcs Disney. Je sais pas si ça vous parle. Je sais pas si vous en avez entendu Parc parler. Disney, je vois, c'est le truc où il y a un Bah château ouais. et puis Space Mountain. Voilà, donc Oui, très connu en France. En France, oui, il y en a même 3. Disney Resort, Disney Studio et bientôt il y en aura un 3e qui va sortir dans pas longtemps. D'accord, peut-être, je sais pas pour le 3e. Bon bref, en gros ça raconte l'histoire de la création de Disney, donc du tout début depuis 70 ans. Donc quand tu vois Walt Disney qui a l'idée de créer un parc Disneyland, qu'il appelle comme ça, qui ensuite, dans la suite, va se transformer en Disney World, avec plusieurs parcs aux États-Unis, puis qui va s'étendre dans le monde entier. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, on suit les Imagineers, qui sont en fait les personnes qui réfléchissent au parc et qui réfléchissent aux attractions. Donc c'est un mélange entre le créatif et l'ingénieur, qui travaillent en collaboration pour avoir des nouvelles idées, pour proposer des nouvelles choses, mais avec des nouvelles techniques, avec les techniques de l'époque. Donc dans les années 70... ou dans les années 50, on n'avait pas les mêmes technologies qu'on a aujourd'hui sur les nouvelles attractions. Par exemple, juste pour vous dire comme ça, qu'il y a une attraction Tron à Disneyland Shanghai, où en fait Ouais. on est sur la moto comme dans le film, quoi. Ah ouais, Et d'accord. ça a l'air d'être un truc de ouf. Ça a l'air d'être un truc de ouf, c'est incroyable. Ils ont sorti une attraction, enfin c'est même plus une attraction, c'est un monde aux États-Unis où c'est le monde de Pandora. Puisque en fait, Disney, comme vous le savez, a racheté Avatar et a racheté Star Wars. Ce qui en fait leur a permis d'acquérir les droits et de faire vraiment des univers autour de ça. D'accord, mais Pandora, pourquoi le nom Pandora? Parce que... Pour la planète, bah, la planète Ah, Pandora dans d'accord. Avatar, Ouais, dans Avatar. Oui, j'ai rien dit. Oui. y a pas de mal. Ouais, je Et pensais en à gros, Pandora bah, à cause de la boîte. si vous irez voir des images sur internet, c'est incroyable. En fait, ils ont réussi à créer des rochers surélevés, comme dans le film, et en vrai, avec les lumières et tout, le jeu de lumière. Je l'ai pas vu en vrai, je l'ai vu que dans la série, mais c'est vraiment incroyable ce qu'ils font et ça suit toute l'histoire de ce département qui a failli même disparaître à un moment parce que il coûtait beaucoup d'argent et il rapportait pas grand chose, Ouais. alors que c'est l'essence même des parcs Disneyland. Ah, ça va être intéressant parce que déjà, ils sont toujours en recherche de nouvelles techno pour avoir des attractions qui paraissent futuristes, quoi. Au moins dans l'air du temps, voire futuristes. Et que les gens soient... quand t'es habitué à un truc, tu vas dans l'attraction, tu te dis, bah ouais, voilà, je l'ai vu 100 fois, c'est plus intéressant. Alors que si t'as un nouveau truc, tu te dis, waouh, c'était trop bien, mais comment ça marche? Enfin, les gens, ils ressortent, ils ont des étoiles plein les yeux. Et c'est le but. C'est ça.
Et en plus, les gars, ils ont une pression de malade. Par exemple, pour vous donner une petite anecdote, le Space Mountain qu'il y a en France, c'est pas le même Space Mountain qu'il y a aux États-Unis et même dans tous les parcs Disney. Et en fait, celui de la France, il est incliné quand on départ un peu, quand tu montes là, quand tu te fais éjecter. Parce qu'en gros, ils ont vraiment voulu reproduire la sensation de partir dans l'espace comme une fusée, donc avec cette inclinaison. Et ça a été au début le tout premier roller coaster à être avec un départ incliné. Voilà. D'accord. Alors, j'ai jamais c'est génial, ça. j'ai jamais eu la chance de faire Space Mountain, mais vraiment, quand t'arrives, le roller coaster, il est déjà sur une pente inclinée. Ouais, c'est ça. Quand tu montes dedans, il est déjà sur une pente inclinée. Alors non, Ouais, non, et il part non, en incliné. fait, il est en droit, il s'avance dans une pente inclinée avant son départ. Par contre, quand tu grimpes, t'es en lieu droit pour la D'accord. sécurité. Ok. En fait, oui, tu te mets. Bah, pour moi, c'était logique en fait. Enfin, tu montes dedans, t'es droit, mais en fait, il va dans un espèce de pente où là, en fait, il se prépare à lancer, t'as de la fumée et tu pars, quoi, D'accord. comme ça. une fusée. Ok. C'est trop bien. Et voilà, donc il y a pas mal de trucs, il y a pas mal d'anecdotes pour les gens qui sont vraiment fans. C'est une série qui est disponible sur Disney+. Il y a 6 épisodes de 65 minutes avec différentes explications. Avant tout, centré sur l'Amérique, mais ils expliquent aussi le Disneyland de Paris, qu'on a chez nous aussi. Ils expliquent la création. Pour vous dire aussi que le Disneyland Paris, c'est ce qu'ils estiment, les Imagineers, c'est ce qu'ils estiment être le plus beau parc parce que c'est celui où il y a beaucoup plus de détails. Et c'est vrai que quand on fait la comparaison entre le parc 1 qui est avec le château, etc., et le parc 2, le studio, le parc 1 a un niveau de détail incroyable, a une espèce de magie en fait qui réside dans ce parc qu'on retrouve moins dans le deuxième. Enfin, c'est ce que je pense. Et beaucoup de gens pensent ça. Et c'est vrai que c'est vraiment très intéressant. En fait, chacun des parcs à Paris a un objectif. C'est qu'en fait, le resort, donc le premier parc, est sur tout l'univers de Disney en général. Donc on va retrouver le Alice au Pays des Merveilles, on va retrouver Peter Pan, on va retrouver Pocahontas, on va retrouver vraiment l'univers Aladdin et tout ça. On va vraiment retrouver l'univers des Disney qu'on a connus, Pirates des Caraïbes. Et donc c'est plus aussi voué à avoir un public qui est lié entre l'enfant parent et légèrement de l'ado, alors que quand on part sur le studio, on est plus sur de l'univers fait pour les ados, il y a moins d'attractions pour l'enfant, il y a plus d'attractions un peu plus fortes. Il y a toujours un mix, hein, mais dedans on va retrouver Ratatouille, on va retrouver les Toy Story, les Nemo, donc ça c'est les seconds opus, et c'est pour ça qu'ils veulent créer un troisième parc qui est un parc dédié au milieu de l'action, et en fait ça serait que des parcs avec des attractions à sensations fortes faits pour les ados et adultes en fait. D'accord. Ah, je savais pas, c'est vrai, ça pourrait être cool. C'est dans les projets qui veulent faire, et c'est pour toucher un peu tout le monde, et puis c'est que ils ont un autre truc, c'est qu'il faut savoir. Enfin, ça, c'est une question que j'ai pour vous, parce que je sais pas si Dorian l'avait posée, mais je m'excuse si je la pose avant toi. Est-ce que vous savez, à Disneyland Paris, quelle est l'attraction où il y a plus de queues d'attente ? Je connais pas bien Disneyland, donc j'aurais du mal à répondre. Je vais dire les tasses. Non, moi je pense que c'est It's a Small World. Eh ben non, c'est Peter Pan. Ah oui. Peter Pan oui, a eu l'une le des plus gros attractions qui pic. Pourquoi c'est quoi l'attraction Peter Pan ? En fait, tu grimpes dans le bateau de Peter Pan et il y a un monde fait au départ. En fait, c'est que de la miniature. Et après, tu as en fait, tu passes par, on va dire, différentes tailles de dimensions. Donc, tu vas voir la ville vue d'en haut. Tu vas rentrer dans la chambre des enfants. Tu vas arriver dans le monde fantastique et tu vas revenir au point de départ, en fait. Et c'est féerique, en fait. Et il y a Disneyland Paris, c'est super. Ouais. Et il est dans super beau. Dans le premier parc ? Oui, dans le premier parc, ouais. Ah et elle date de quand, l'attraction ? Elle est très très vieille, c'est l'une des premières attractions du parc justement. En fait, elle est juste derrière le château quand tu vas vers Pirates des Caraïbes. Et en fait, il est là. C'est bizarre, j'y suis allé quand j'étais tout petit, j'étais en CE2, je devais avoir à peine 9-10 ans. Et j'y suis retourné vers 16-17 ans, par là, 18 ans. Et je me souviens absolument pas de cette attraction. Je me souviens d'autres, mais pas de celle-là. En fait, quand tu sors du château, que tu passes par le village d'Aladin, si tu pars à gauche, tu ne le vois pas, le Peter Pan. Si tu pars à droite, tu passes en face du Peter Pan.
Et Ouais. je crois qu'ils ont eu plus de 5 ou 6 heures de queue d'attente devant. Enfin, c'était inimaginable. Et Et cette attraction, en fait, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils ajoutent au fur et à mesure, ils essaient des choses dans un parc, donc souvent à Disney World, et au fur et à mesure, en fait, ils vont ajouter des éléments technologiques pour améliorer certaines attractions. Par exemple, le manoir hanté, il est amélioré, il s'est amélioré, en fait, il a déjà eu une version 1 à Disney World, et qui a été amélioré ensuite sur la suite, et qu'ils ont ajouté des modifications, en fait, même à notre manoir hanté qu'on a en France. Et là, ils font des tests pour faire de la projection holographique pour les fantômes et autres sur le nouveau qu'ils veulent sortir. Ah, ça pourrait être pas mal, ça. D'accord, ah ça je savais pas. Ils font les. Là, par contre, c'est un test entre France et États-Unis. Ça, voilà. C'est des gens que je connais qui bossent là-bas, qui me disaient qu'ils bossaient sur des trucs comme ça, parce qu'en fait, la maison hantée en France, avant, c'était en fait une vitre plus C'est ça. en fait, et donc tu avais une projection en fait fond. sur ce fond. Et là, ils veulent le changer pour essayer de faire un style un peu plus holographique. Pour finir sur les parcs, pour préciser, Disney a toujours voulu, enfin c'est ce que j'ai pu comprendre, on va dire, s'adapter à la culture en fonction du pays où en fait il s'implante. Par exemple, Disney Shanghai, Disney Japon, Disney Singapour, ils ont pas les mêmes parcs que Disneyland Paris ou Disney World, puisqu'en fait la culture est différente et il faut que ça parle parce qu'on n'a pas les mêmes attentes. Par exemple, pour donner les pays asiatiques en règle générale, ils vont pas forcément y aller plusieurs fois, mais ils vont y aller une fois au parc et ils vont vraiment prendre beaucoup de photos, ils vont prendre beaucoup de goodies, ils vont vraiment acheter beaucoup de choses qui vont leur permettre d'avoir un moment intéressant. Donc en fait, il y a un aspect très personnage avec beaucoup d'endroits pour prendre des photos dans ces parcs-là qu'on peut moins avoir par exemple chez nous, où en fait l'Européen va avoir plus tendance à y retourner une fois ou deux tous les 2 ans, quoi, dans l'idée. Il y a même des gens qui y vont une fois tous les 2 mois. Hein. Oui, bon après on n'a pas tous des passes, on n'habite pas tous à côté. Il y en mais- avait un, faut habiter à côté. Oui, c'est ça. C'est tout pour ma rubrique, c'était juste pour vous exposer cette petite série que je conseille à regarder sur Disney+, quoi. Moi, j'ai une petite anecdote à Disneyland Paris. La dernière fois où j'y suis allé, donc il y a une dizaine d'années, je me suis pris la plus grosse gamelle de toute ma vie. En fait, on attendait pour voir la parade et il s'est mis à flotter, mais à flotter à verse, vraiment, à flotter très très fort. Et en fait, on allait retourner à l'hôtel le temps que ça passe, qu'on avait pris un peu 2 jours. Et en fait, à un moment, il y a une galerie qui est couverte là, où il y a des restos dedans. Et en face, il y a un magasin avec où il y a de quoi t'abriter. Et en fait, je voulais courir de l'un à l'autre. Et en fait, par terre, c'est des pavés. Et au moment de freiner, Chou, j'ai ça glissé glisse. les 2 pieds en même temps. Et je suis tombé direct sur le cul. En fait, je pouvais pas me rattraper, j'avais les 2 pattes en l'air. J'ai vraiment les 2 pieds qui ont glissé en même temps. Et je me suis éclaté le coccyx par terre. Aïe. Et j'ai eu super mal. Donc je m'en souviens encore et je m'en souviendrai toujours la gamelle à Disney. Mais vraiment, en plus, c'est pas genre j'ai glissé, c'est j'ai décollé les 2 pieds. Ouais, je comprends, ouais. J'allais tellement vite que, en fait, en voulant freiner, bah, ça a glissé et j'ai les 2 pieds qui sont partis en l'air. Je maîtrisais plus rien, j'avais les 2 pieds en l'air au moment où je suis tombé. On n'est pas tous Usain Bolt, hein. Non, mais non. Mais voilà, donc anecdote Disneyland, faites gaffe quand il pleut, les pavés ça glisse. Bah, et puis tu parlais tout à l'heure, Dorian, tu parlais du monde des poupées. Donc Oui. Et il faut savoir qu'il y a voilà. Donc déjà il y a cette musique. Il faut savoir qu'il fait partie des musiques qui te restent le plus dans la tête. Et ça c'est vrai. Et tu peux avoir des réactions méchantes après ça. Mais et en fait il y a eu un mec qui a fait une crise d'angoisse. En fait, qui a fait une crise de peur d'être entouré de toutes ces poupées, et il s'est jeté dans le bassin. Ah, moi, depuis que j'ai vu Chucky, j'y vais plus. Hein. Ah bah, et en fait, le mec a vraiment fait une grosse crise de panique, et il s'est jeté à la flotte, et tout ce qu'il voulait, c'était chercher une porte de sortie pour se barrer, en fait. Et ça fait qu'ils ont dû arrêter toute l'attraction, il y avait un bordel complet. À Paris ou Ils ont arrêté ailleurs toutes les poupées, à Paris. Et ils ont arrêté ouais. toutes les poupées, tout ça, machin, et les gens disaient qu'à l'intérieur, quand t'as tout qui est arrêté, ouais, Ça c'est très, très, très très, bizarre. très glauque. Ah oui. Parce que t'as toutes les poupées qui sont limite en train de te regarder, tu fais waouh.
Et il faut savoir aussi que ce qui est intéressant, c'est que grâce à Disney aussi, on a eu un énorme développement au niveau de la mécatronique et au niveau du cinéma. Vu que la plupart de leurs... Par exemple, vous prenez le Pirate des Caraïbes, la plupart des Et figurines dis pas, qui c'est bougent, dans là... le reportage. Ah, bon, T'iras voir le je reportage, tiens. T'apprendras. l'ai déjà vu et je connais le parc par cœur. J'y suis tellement allé que je pourrais être un guide complet, en fait. Alors, j'y suis pas allé parce que j'aime Le le boulard. monde. Non, mais sérieusement, j'y suis pas allé parce que j'aime le parc, parce qu'en vrai, ça me saoule Disney. Mais voilà, toute la famille qui se ramène des autres pays, donc forcément, t'es obligé de les emmener à Disney parce que c'est le truc phare de la zone où t'es, quoi. Eh ben, on espère que vous avez passé un bon épisode. On va se laisser là-dessus, Ok. parce que ça fait déjà 1 heure. Donc, on espère que vous avez passé un bon épisode et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux avec la liste de tous les autres épisodes. Voilà. Eh ben, On se merci retrouve beaucoup. très prochainement. À bientôt. Au revoir tout le monde. Salut. Salut. Salut.